Bonjour à tous et bienvenue pour un nouvel épisode de podcast d'Allo Fiston. Je suis en compagnie de Louis. Salut Louis. Salut Emeline. De quoi on va parler aujourd'hui, Louis ? Alors aujourd'hui, on va parler de quelque chose qui est très e-commerce, mais qui peut être applicable en fait dans tous les domaines. Donc c'est important de le préciser tout de suite, parce que les philosophies de ce qu'on va dire se retrouvent dans tous les domaines de vente. Et on va parler très concrètement de tout ce qui fait que les gens n'achètent pas quand ils sont sur Internet. Ça va des freins à l'achat aux abandons de panier. Vous allez voir, il y a pas mal de choses très intéressantes à discuter. Alors très bien, partie numéro 1, on y va, les freins à l'achat. Alors les freins à l'achat, il faut bien identifier ce que c'est. Un frein à l'achat, c'est quand vous êtes donc sur un site e-commerce et que vous le parcourez et qu'il y a des choses qui vous font dire non. Et qu'en fait, vous n'allez jamais cliquer sur Exactement. Ajouter au panier. Vous êtes en mode non, là je Le sens pas. Exactement. Alors, il y a une étude, Emeline, qui nous donne un peu les trois principaux facteurs pas d'abandon de panier, pardon, mais de frein à l'achat. Alors elle date de 2018, mais je pense que les résultats sont quand même bons. Évolué. Alors la première qui peut d'ailleurs surprendre, moi c'est pas celle que j'aurais citée en début, c'est pour 29% des gens, c'est la sécurité des paiements. Alors effectivement, ça peut surprendre parce que nous on est dans une génération qui est très habituée en fait à Internet, au paiement sur Internet, parce qu'on est né avec. Mais moi je vois mes parents qui sont pourtant pas si âgés, ils ont une cinquantaine d'années, ils ont tout le temps peur. C'est-à-dire que mettre la carte bleue sur Internet, ça leur fait peur. Alors ça c'est quelque chose qui est très important, c'est la sécurité des paiements. Deuxième point, Emeline. 28%, donc on est à peu près sur un ex-aequo. On ne peut pas voir ou toucher les produits. Alors typiquement, tu veux acheter un nouveau canapé, c'est vrai que c'est un peu gênant. Voilà, bon ça, il y a des choses, il y a des produits qui sont plus faciles à acheter sur Internet que d'autres. Hein. Mais c'est pas pour autant qu'on peut pas... Moi, je travaillais dans une boîte qui était un peu comme Ikea, et on envoyait des échantillons gratuitement par la poste, et les gens pouvaient vraiment toucher et se rendre compte. T'as aussi des fois des applications où tu dis, ça prend telle place dans mon living room, je vais pas du tout prendre ce canapé. Et puis au-delà de ça, il y a des boîtes comme Sarenza, en fait. Non mais Emeline, Sarenza. Bon bref, Sarenza, le prix des chaussures, non ? Oui, okay. Des chaussures, mais en fait ils ne font pas des chaussures aujourd'hui, ils font des chaussures, des vêtements de tout type, et ils font des millions, si ce n'est pas des milliards, j'en sais rien, mais un succès incroyable en vendant des vêtements sur Internet. Preuve que ça peut être possible, et puis on montrera après pourquoi est-ce que ça peut être possible. C'est vrai que je m'avançais un peu en parlant d'échantillons, tout ça. Troisième point, on ne connaît pas l'entreprise. Oui, exactement. Alors ça, c'est particulièrement vrai quand on commence par exemple à lancer un petit site dans son coin, que le logo, vous l'avez fait sur Paint, il est pas ouf, le design du site, c'est un peu bancal, vous n'avez pas vraiment de page de contenu, vous n'avez pas de blog, de qui sommes-nous, de notre histoire, etc. Il n'y a rien qui rassure, pas forcément d'avis client. Il n'y a pas d'avis client. Il n'y a pas beaucoup de produits, donc on se dit, si ça se trouve, c'est juste une énorme arnaque pour lâcher ma carte bleue, et après elle va être débitée, et ça va être un cauchemar. Bon, alors ça, sur le dernier point, c'est quelque chose qui peut être bien traité avec le temps, hein, parce que plus vous avancez dans le temps, normalement, plus la crédibilité de votre marque monte, donc ça devrait aller. Mais comment est-ce qu'on peut optimiser tout ça, Emeline ? Alors tout simplement, donc pour lever le premier, le fait que les clients n'avaient pas confiance dans est-ce que ma carte bleue va être vraiment prélevée de 500 € comme ça, c'est vous pouvez proposer plusieurs options de paiement. Notamment, je pense à PayPal, qui a été créé dans ce but-là, où en fait vous déposez une somme sur un autre compte, qui est juste pour les paiements en ligne, et c'est bon. Donc il y a PayPal, il y a aussi Stripe, qui marche beaucoup, et alors je sais que ton père avait fait ça pour l'huile d'olive, oui. Il y a des paiements par chèque. Exactement. Alors, ça va dépendre aussi beaucoup de votre cible, premièrement, et puis aussi du milieu dans lequel vous évoluez. Si vous êtes des auditeurs attentifs, vous avez deviné que nous, on était basés en Suisse. Et en Suisse, sur quasiment tous les sites e-commerce, on peut payer par virement, on peut payer par sorte de bulletin de versement qu'on reçoit chez soi après avoir reçu les produits. Hyper pratique. Donc en fait, on reçoit le produit, et avec le produit, un petit numéro sur lequel on va payer, enfin bref, voilà. Donc ça peut donner confiance, mais évidemment, ce n'est pas applicable partout. Mais sinon, la meilleure stratégie, ça reste encore une fois d'avoir déjà des conditions générales de vente très précises, qui rassurent, qui posent un cadre légal, et puis mentionner que votre paiement est sécurisé, montrez-le, et surtout faites-le vraiment, hein. Ne le dites pas si c'est faux. Hein. Parce que c'est un peu illégal. Bien sûr. Mais surtout, alors c'est une manœuvre qui est un peu plus compliquée que juste rajouter une lettre, mais avoir un site en HTTPS, souvent ça rassure les gens. Vous savez, il y a ce petit cadenas vert, et alors je sais pas ce qui se passe, mais mentalement il y a shift, quoi. Bien sûr. Et entre parenthèses, c'est quand même assez facile à faire techniquement, ça ne demande pas non plus des connaissances très poussées. Alors là, on parlait un peu tout à l'heure du branding et du fait que le site ne rassurait pas. Vous pouvez travailler sur le design de votre site. Alors là, il y a une stat qui est complètement impressionnante, Emeline, que je te laisse nous annoncer. C'est que 92% des visiteurs, j'ai pris un accent suisse là, oui. 92% des visiteurs jugent votre site sur votre design et son aspect. Donc si vous avez un truc fait à la va-vite qui rassure pas, ça peut vraiment vous pénaliser pour votre business. Là, je mettrais quand même une petite nuance qui est le site que tout le monde connaît, Amazon. Amazon qui est juste un site, excuse-moi,
moche, C'est vrai. mais qui rassure. Ils ont vraiment réussi à trouver cette ligne entre c'est un peu un site homemade, du coup vous pouvez me faire confiance, je vais pas vous arnaquer, et bon, je suis quand même un géant de e-commerce. Disons que sur Amazon, le branding est complètement réussi, et puis au-delà de ça, Amazon, c'est probablement des milliards et des milliards d'euros de publicité dépensés en test pour tester l'ergonomie, les fonctionnalités, les titres, les textes, bref, tout est over-optimisé, donc clairement, il n'y a pas de sujet à ce niveau-là. Mais ce qui est très intéressant en fait derrière cette statistique, c'est que le design est donc quelque chose de fondamentalement important, mais ça ne veut pas dire que ça doit être fait au détriment du copywriting, c'est-à-dire au détriment du texte, au détriment de la manière dont vous amenez les produits, dont vous en parlez. Il faut l'alliance des deux mondes. Le fond, la forme. Exactement. Le fond, et l'un est aussi important que l'autre, vous ne pouvez pas réussir avec que l'un des deux. Donc ça pourrait valoir le coup de passer par un éditeur, on vous cite souvent pour créer votre site, ou carrément de payer quelqu'un. C'est pas grave de lâcher genre 200, 300, même 500, même encore plus, pour faire un site si derrière, en fait, les gens achètent. Il n'y a rien de pire que d'avoir mis énormément de temps, d'argent, de s'investir dans un projet, et ça ne joue pas, et on ne sait pas pourquoi. Donc faites les choses bien. On revient sur ce qu'on disait tout à l'heure, sur le fait que les gens ne peuvent pas toucher et voir les produits et ça les bloquait. Il y a un truc qui peut vraiment lever les freins là-dessus, c'est rajouter des photos des produits dans tous les sens. On se dit, il y a trop de photos. Non, il n'y a jamais trop de photos. Et surtout dans des situations, par exemple les vêtements, alors c'est bien de voir votre t-shirt sur un fond blanc ou noir, mais comment est-ce qu'il fait ? Comment est-ce qu'il est porté ? Peut-être par différentes morphologies ou dans une mise en situation. Enfin, ça c'est surtout pour les vêtements de sport. Bien sûr. Moi je sais que je fais énormément de sport. J'ai envie de voir une mise en situation, quelqu'un qui court avec, comment est-ce que sur les épaules ça tombe, etc. Un petit guide détail. Si vous avez les moyens, faites même une vidéo. En fait, la vidéo, ça reste aussi un excellent outil pour présenter votre produit sous tous les angles, en parler, le manipuler, toucher, montrer un peu les matières. Bref, c'est excellent. Alors, la même étude nous dit qu'avoir plusieurs photos produits permet de booster le taux de conversion de 58%. C'est énorme. C'est énorme, mais en même temps, ça me surprend pas. Moi, c'est-à-dire que quand je vois sur Internet un site avec genre une seule photo produit dans le produit, je me dis trop bizarre. Enfin, je veux dire, c'est bizarre, c'est pas legit. Et même, alors, il y a beaucoup de gens qui font du dropshipping et peut-être que vous nous écoutez aussi. Prenez le temps, limite, faites-vous livrer vos propres produits et refaites un photoshoot clean. D'ailleurs, c'est l'un des secrets du dropshipping pour que ça marche. Il faut que vous fassiez des photoshoots vous-même. Encore une fois, la preuve sociale, les commentaires. On se rabâche, mais voilà, c'est la réalité. 85% des clients les lisent et 67% des consommateurs lisent minimum 6 avis avant d'être convaincus. Ah, moi, je fais que ça. Que dire ? Et je vais jusqu'à chercher le premier avis négatif pour me dire. Pour être rassuré sur le fait que... Il y a une petite nuance, c'est pas parfait, c'est une vraie personne surtout, c'est pas juste toute la famille du mec ou des bots qui ont écrit tout ça. Et je me dis, en fait c'est bon, c'est legit. Alors dans la même veine un peu d'idées, il y a un truc qui est très important aussi parfois pour booster la conversion, Emeline. C'est la politique de garantie. Alors la plupart des gens en fait l'utilisent pas, mais ça rassure énormément. Vous scrollez jusqu'en bas et là vous voyez pendant 90 jours vous pouvez nous renvoyer votre article votre colis, sous certaines conditions effectivement, et on vous demandera rien du tout et vous serez remboursé. Ça marche aussi pour les services d'ailleurs. Hein. Par exemple, vous prenez un service comme Spotify, 30 premiers jours gratuits, et puis après vous avez la politique d'annulation. Ah oui. Spotify ils m'ont eu comme ça. Bon, ils m'ont eu avec le premier mois 1 euro, mais et puis après tu deviens tellement accro à ce truc que c'est parfait. Alors d'ailleurs, petit conseil sur Spotify, si vous vous désabonnez et que vous restez suffisamment longtemps désabonné, parfois ils vous font des offres promo genre 3 mois à 4 euros, des machins comme ça. On sent le petit lascar. Vous pouvez aussi prendre Spotify famille, mais on vous parlera de comment optimiser votre abonnement Spotify plus tard. Et encore une dernière fois, donc là on parlait de vendre des vêtements sur internet. Moi je sais que avant, donc ça remonte peut-être à une dizaine d'années quand le e-commerce était un peu moins en vogue, ma mère commandait sur La Redoute. Pourquoi ? Parce qu'elle pouvait essayer, donc elle commandait genre 3 tailles, elle essayait tout et après elle renvoyait. Mais elle était sûre que le vêtement qu'elle choisissait c'était la bonne taille. Et il y a encore une fois des boîtes aujourd'hui qui font ça. Ce sont des excellentes idées. Faites-le si vous le pouvez, tout simplement. Donc ça c'était pour la partie frein à l'achat. Mais maintenant vraiment... voilà, je suis convaincu. Oui. J'ai cliqué sur le bouton ajouter au panier. Ça y est, là je vais acheter cette petite robe. Je suis chaud. Mais finalement, qu'est-ce qui se passe ? Eh ben, il se passe qu'il y a un truc qui est très intéressant, c'est qu'on estime que 67% des paniers sont abandonnés en cours de route. Alors, qu'est-ce qui se passe entre le moment où la personne clique sur « j'achète cette petite robe noire », on parlera d'ailleurs après du fait que tu veux acheter une petite robe, et en fait, il ne sort pas sa CB. Qu'est-ce qui se passe ? Alors, on oublie les problèmes techniques que vous pouvez éventuellement... Comme sur le site de la SNCF, très souvent... C'est très compliqué, j'essaye d'acheter des billets de train depuis ce matin. Bref. Alors,
il y a beaucoup de raisons qui peuvent expliquer les abandons de panier. La première de ces raisons, on s'en doute, c'est parfois celle qui revient le plus facilement en tête, c'est 41% de ces abandons de panier sont expliqués par des coûts supplémentaires qui apparaissent lors de la phase de paiement. Ouais. Coûts supplémentaires. Vous rentrez votre petite adresse et là il y a marqué genre plus 20 balles en shipping. Voilà, livraison, non. TVA. Alors ça peut être, nous en Suisse, on a beaucoup les frais de douane. Exactement. Et donc on y pense. On y pense, c'est pour ça que j'en parle, mais oui. Mais donc surtout aussi si vous commandez en dehors de l'espace européen, il peut y avoir certains frais. Et alors la dernière fois, pareil, je suis beaucoup sur Instagram, donc je vois, les pubs sont dingues. Je suis targetée par un petit hamac de camping. Je me dis, vous savez quoi, je l'achète, c'est trop bien. C'est le moment de faire des randonnées et tout. J'y vais, je remplis même ma carte de crédit. Je suis vraiment chaude pour acheter. Et là, je vois, en fait, frais de port 25 balles. Faut savoir que sur un panier moyen à 50, 25 c'est énorme. C'est beaucoup trop. C'est surtout beaucoup trop. Ouais. Et on en a parlé avant cet épisode. Franchement, s'ils avaient mis 10 € de plus sur le produit et 10 € en frais de port, je pense que je l'aurais acheté. Et ça, c'est une très bonne technique. En fait, il y a des millions d'études qui prouvent tout et le contraire sur les frais de port, sur est-ce qu'il faut faire des frais de port gratuits, est-ce qu'il faut faire mettre les frais de port vraiment visibles et baisser un peu le prix du produit, ou alors, ça c'est les sites de dropshipping, c'est les meilleurs, c'est le produit est gratuit, vous payez uniquement les frais de transport. Bon, les frais de transport coûtent 25 balles, mais on n'en parle pas. Bref, ce que je veux dire derrière ça, c'est qu'en fait, c'est quelque chose qu'il faut impérativement tester. Testez-le, et n'ayez pas peur de faire des splits entre j'absorbe une partie du coût de livraison dans mon produit et j'en fais payer une partie à l'utilisateur. Toutes les solutions sont possibles, c'est à vous d'imaginer. Et malheureusement, il n'y a pas de règles, c'est selon votre industrie, selon votre produit. Enfin, on peut pas vraiment vous expliquer, tester. Voilà. Alors, deuxième facteur, Emeline, qui peut bloquer les gens lors du processus de commande, quelque chose que je déteste. C'est terrible. En fait, c'est comme si vous rencontrez un gars ou une meuf et en fait, il vous demande de l'épouser avant même d'avoir partagé un dîner avec vous. C'est vraiment ça. Il faut s'enregistrer avant de passer la commande. Alors ça, malheureusement, très souvent, c'est obligatoire pour des raisons techniques. On peut l'entendre évidemment, mais à ce moment-là, faites des processus. Créer un compte client, il faut créer un mot de passe. Alors à la limite, la seule exception qui moi me gêne pas trop, c'est quand je peux me connecter instantanément avec Google. Alors ça c'est très bien. Et puis sinon en fait, ce que vous faites, c'est que vous faites des comptes invités. Vous faites les systèmes de payer en tant qu'invité, et puis à la fin de la commande, une fois que la personne a validé, vous pouvez faire une petite pop-up qui arrive en mode voulez-vous créer un compte client en se servant des informations de livraison qu'il a déjà mis avant, l'adresse mail, etc. Et ça c'est très bien pour les gens qui ont la peur de l'engagement, comme moi. Moi je suis en session invité surtout, même des produits que j'utilise toutes les semaines. Invité. Voilà, donc cette deuxième raison, c'est quand même responsable de 29% des abandons paniers, donc ça reste quand même très important. Troisième raison, c'est 11% des abandons de panier sont dus au fait que les conditions de livraison ne sont soit pas suffisamment claires, soit pas satisfaisantes. Là, on en a déjà parlé. Pas satisfaisante, c'est tout simplement soit la livraison met trop de temps. Bah oui, des fois vous avez votre produit dans 6 semaines. Bah alors là vous allez acheter un cadeau pour l'anniversaire de votre pote qui est dans 1 semaine parce que vous n'y êtes pas pris avant. En fait, ça joue pas. S'il y a aussi donc quand on parle de conditions non satisfaisantes, c'est que parfois on veut de la livraison soit en point relais, soit on veut en 24 heures, soit on veut en standard mais moins cher. Si on commande des meubles, on veut pas que les meubles soient livrés dans la rue. On veut qu'ils soient livrés à notre porte. Donc, et on veut, si possible, en fait, qu'ils soient montés chez nous carrément, qu'il y ait une équipe qui vienne les monter. Enfin, c'est tout ça, et vous pouvez vraiment jouer sur ça aussi. Dernière raison qui explique tout cela et qui est responsable encore une fois de 10% des abandons, c'est le process de commande trop long. Alors, tout simplement, pour vraiment que vous compreniez, c'est vous êtes dans la rue, vous avez vraiment très faim. Il est 13h, vous arrivez devant ce petit resto, et là, il y a une monstre queue. Vous attendez 5 minutes, 10 minutes, et en fait, vous partez. Vous allez vous acheter un sandwich au coin de la rue. Exactement. C'est la même chose quand vous faites un système de paiement sur Internet. Vous voulez pas avoir 8 étapes. On va vous demander de créer un compte, ensuite votre adresse mail, ensuite votre mot de passe, votre adresse de facturation, les options de livraison. Il faut que ce soit le minimum d'informations demandées. Plus c'est simple, mieux c'est. Ce sera d'ailleurs le mot de la fin, mais nous ne sommes pas encore là tout de suite. Alors bon, là on vous a expliqué les raisons de l'abandon de panier. Qu'est-ce que vous pouvez faire ? Donc on l'a déjà dit un petit peu avant. Vous pouvez tester pour votre produit, pour les frais de port. Vous pouvez aussi faire un petit email d'abandon de panier. Alors soit un email, soit du retargeting, ou tout simplement vous allez proposer des bannières de publicité avec le produit qu'ils ont tenté d'acheter. Alors ce sera le sujet d'un épisode à part entière parce que le retargeting est une science publicitaire en soi qui est passionnante et qui a des résultats très souvent incroyables. Mais dans un premier temps, comme disait Emeline, vous pouvez tout simplement faire un email. Vous pouvez détecter assez facilement sur tous les outils les emails, les paniers abandonnés. Si la personne a déjà rempli l'email, vous lui envoyez un email en mode
Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Peut-être que le process n'était pas clair. Vous mettez une petite FAQ, les 5 causes qui font que les gens n'achètent pas normalement. Est-ce que vous voulez joindre notre service client ? Est-ce que vous voulez payer en 3 fois ? Est-ce que vous voulez un échantillon gratuit ? Est-ce que je peux vous rappeler que vous avez 90 jours pour nous ramener, pour nous reshipper le produit ici ? Voilà. Tout ça. Mettez des éléments rassurants. De la pommade. Et voilà, mettez de la pommade, exactement. Ou alors, regardez tous nos réseaux sociaux, les gens disent du bien de nous, regardez nous voir sur Trustpilot, tout ça. Alors en fait, là, on a vraiment fait le tour de toutes ces clés, tous ces techniques, mais surtout en fait cette philosophie qui permet d'améliorer le taux de conversion. Et si on devait vraiment la résumer avec une seule formule, alors c'est un mot anglais, mais nous allons le traduire, ça s'appelle la méthode KISS. La méthode KISS, Emeline, peut-être que ça te parle ? Alors oui, parce que tu me l'as expliqué tout à l'heure, c'est keep it stupid. L'accent n'est pas bon. Keep it stupid simple. Bref. En gros, gardez ça ridiculement simple. Voilà. Faites les choses tellement simple que ça en devient ridicule. Ne commencez pas à aller chercher la complexité pour le plaisir d'avoir une belle mécanique bien huilée. Non, les gens, ils ne veulent pas de la mécanique, ils veulent de la simplicité, ils ne veulent pas imaginer un rouage qui tourne. Le but, c'est d'enlever tous les petits grains de sable dans les rouages qui vont empêcher ce rouage de tourner. Et ce rouage, en fait, c'est votre boutique, c'est votre site e-commerce, c'est votre entreprise. Moins vous avez de freins, plus c'est facile pour faire des ventes, tout simplement. Bon, bah écoutez, merci à tous. Emeline, on se dit à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Et puis, comme d'habitude, vous n'oubliez pas de nous suivre sur Deezer. Bah, alors, Deezer, encore une fois, on voit que vous êtes très nombreux à nous écouter, ça nous fait plaisir. Mais n'hésitez pas à vous abonner sur Spotify, Apple Podcast ou autre. Et puis, bah voilà, à bientôt.